Pour, pour l'Azhar, comme l'église copte en Égypte, avait une position très conservateur vis-à-vis de cette, très conservatrice vis-à-vis cette révolution, avec beaucoup de réserves. Mais concernant le Qaradawi, je crois, d'abord, il est venu après la révolution. Donc après la victoire de la révolution. Il est venu une fois, il a fait les prières de vendredi. C'est pas pour guider la révolution. C'était la prière de vendredi. Après, et c'est quelqu'un qui est resté à l'exil 30 ans. Là, il faut, je voudrais insister sur deux points dans son discours. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça concerne aussi la relation avec Israël et l'image qu'on donne sur Qaradawi et sur d'autres. D'abord, il a demandé, il a pas dit, il a demandé d'ouvrir les frontières avec Gaza pour envoyer d'aide médicale, pas des armées, pas des armes ou pour les Palestiniennes, par exemple. Et ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, il a appelé à la unité nationale entre les musulmans et les chrétiens et il a fait un appel pour tous les Égyptiens. Je voudrais juste dire par là que les messages de cette révolution, il n'y avait pas vraiment un appel, une guerre ou une radicalisation concernant contre Israël ou des gens qui demandent d'annuler l'accord de Camp David, même les islamistes. Donc, la question était que sous Moubarak, on était vraiment prisonnier entre deux positions catastrophiques. Soit qu'on accepte que les régimes égyptiens obéissent les ordres qui viennent de l'Amérique ou d'Israël. Ça veut dire ça, c'était l'image de régime chez les peuples en Égypte, que c'est un régime 2008. Moi, j'ai vu la position quand l'Israël a attaqué Gaza, j'ai vu des positions des Européens qui étaient beaucoup plus honorables que la position du gouvernement égyptien. Donc, ou bien il nous a dit, soit comme ça fonctionne comme ça, qu'on ferme les frontières, qu'on coupe, qu'on n'a pas de lien avec les Palestiniens de Gaza, ou bien l'alternative, c'est le Qaïda ou des frères musulmans, un régime radical islamiste. Je crois la dimension de la révolution égyptienne qui nous a montré qu'il y a une troisième voie, qu'on peut critiquer la politique de l'occupation israélienne sans être antisémite ou sans rentrer en guerre contre Israël. Et je crois ça, c'était les mainstream de majorité des gens qui ont participé dans cette révolution. Nous on ne va pas rester dans la République de peur, qu'on soit qu'on devienne soit qu'on rentre en guerre ou soit qu'on accepte toute la politique israélienne dans la région et on ne dit pas tout simplement il y a une force d'occupation, qu'on est contre l'occupation conformément aux résolutions de l'ONU, c'est tout simplement. Donc je crois que cette troisième voie ou cette troisième dimension qu'on a vue en Égypte et qu'on a vue dans beaucoup de pays va continuer et je ne crois pas que le Qaradawi ni des frères musulmans sont capables de changer cette donne. Vous regardez en attendant. Ah oui. C'est pire que je crois qu'on va faire. Bonjour. Alors juste pour continuer sur cette réflexion concernant Al Jazeera, vous ne pensez pas que cette chaîne est une arme médiatique assez dangereuse dans le sens où la Tunisie comme l'Égypte, ils ont joui
Alors, concernant Al Jazeera, vous ne pensez pas que cette chaîne, c'est une espèce d'arme médiatique assez dangereuse, dans le sens où la Tunisie comme l'Égypte, ils ont joui d'une couverture médiatique assez importante, ce qui n'est pas le cas maintenant au Bahreïn. Au Bahreïn, on assiste à une espèce de génocide, on le dit clairement. Et cette chaîne, elle se tait, et rien ne se dit à propos de ça. Rien ne se dit aussi par rapport au gendre de Ben Ali, Sakhr el-Matri, qui a obtenu sa résidence permanente au Qatar. Donc il y a une espèce de double loyauté, on va dire. Et puis ma deuxième question, elle s'adresse à M. Kilani. Oui, ma question, elle s'adresse à vous, en fait. Donc aujourd'hui... Ok. Donc... Aujourd'hui, c'est le 70e jour après la révolution tunisienne. Et bon, vous avez clairement affiché que vous êtes un partisan de la laïcité française. Vous ne pensez pas qu'il y a de la laïcité, la laïcité française. Vous ne pensez pas qu'on n'a pas besoin d'importer un tel modèle parce que c'est le 70e jour. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'engager un dialogue concernant l'identité nationale? Voilà. Pour Al Jazeera qui veut répondre, peu importe. Pour Al Jazeera qui veut répondre. C'est une révolution. Oui. Moi, donc, avec la révolution tunisienne, donc Al Jazeera, c'est une révolution qui a surpris les Marocains. Bon, disons que Al Jazeera n'a pas bien couvert l'événement en Tunisie, ce que je pense. Mais avec la révolution égyptienne, vraiment, c'est un film complet, du début à la fin. On suit chaque jour. C'est une série américaine. Donc, et l'influence, les Marocains n'étaient pas vraiment suivi la révolution tunisienne. Par contre, tout le monde ont suivi, grâce à Al Jazeera et d'autres médias, ont suivi la révolution égyptienne. Et le plus important, c'est la couverture faite par Al Jazeera sur la révolution égyptienne, c'est qu'elle a donné la parole, elle a fait beaucoup de micro-trottoirs. Les gens parlent, les gens ordinaires. Donc, bien sûr, Omar Choubaki a passé beaucoup sur la télé, mais le citoyen égyptien, quand il commence à parler, parce que les Marocains comprennent très bien, grâce au film égyptien, donc ils comprennent très bien le dialecte égyptien, et vraiment l'influence de citoyens, disons lambda, quand ils commencent à parler, le message a bien passé, et l'enthousiasme des Marocains. C'est pour cela, sur Internet marocain, les films qui circulent sont des vidéos, ce sont des vidéos égyptiennes. Donc on trouve moins des Tunisiens dans les groupes de discussion. Je vais juste dire en tant que Marocaine, c'est parce qu'en arabe on dit Masr Dunya, l'Égypte est la mère du monde. Donc là, c'était ceux qui se moquaient avant, qui disaient ouais, bon, les Égyptiens, ras-le-bol, ok, vous avez eu Keltoum, vous avez eu Nasser, mais ça suffit, vous avez perdu votre hégémonie culturelle, le centre culturel s'est déplacé. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu un grand nombre de personnes qui commençaient à dire « Mais oui, Masr Dunya ». Donc, il y avait presque ça redorait le blason égyptien. Alors, quant à ce que vous avez dit c'est très intéressant. C'est la même chose pour les autres acteurs, y compris diplomatiques. C'est les limites d'Al Jazeera. C'est-à-dire, jusqu'à quel point peut-on communiquer dès lors que les intérêts vitaux de l'endroit où on est ne sont pas mis en cause, et ça c'est aussi valable pour la diplomatie. Donc, c'est-à-dire les Américains, quand ça se passe en Tunisie, ils s'en fichent un petit peu. Ça se passe en Égypte, c'est à côté d'Israël, ça commence à devenir plus ennuyeux. Les Français, bon, ils ont raté le coche tunisien. Bon, là aussi, c'est très proche. L'Égypte, bon, voilà, mais la Libye, on est dans des va-t-en-guerre. Il y a cette variation des positionnements en fonction des intérêts qui sont en jeu pour chaque pays.
Et dans le cas de Al Jazeera, donc je ne me suis pas totalement éloignée, Al Jazeera est dans un pays qui est enserré aussi dans des réseaux d'intérêt. Donc tant qu'il s'agit de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye, ok, mais Bahreïn, là, ça devient quand même trop proche. Hein, Bahreïn ou l'Arabie Saoudite a dépêché, voilà, où il y a tout le conseil du Golfe, comment on l'appelle en français, voilà, le conseil de coopération, tout le monde, voilà, ça s'est mobilisé, et Qatar est au cœur. Donc là, forcément, on voit les limites de la capacité d'autonomisation d'Al Jazeera en tant que média. J'ai une petite remarque à faire aussi. Bon, il ne faut pas demander à Al Jazeera de tout faire. Je réponds plus à l'association Dégage des jeunes Tunisiens en Suisse, qui m'a interviewé gentiment tout à l'heure. Je pense que là, il ne faut pas attendre d'Al Jazeera. D'ailleurs, les jours qui ont suivi la fuite de Ben Ali, les médias comme Nesma TV, etc., étaient meilleurs qu'Al Jazeera de loin. Ils savaient très bien ce qui se passait et ils amorçaient des débats. Donc bon, il y a tout à faire dans cet espace médiatique-là qui se crée aussi. Donc bon, Al Jazeera, oui, effectivement, Al Jazeera, c'est loin maintenant. Bon, enfin, alors je vais essayer de répondre un peu à votre remarque, enfin, qui n'est peut-être plus une remarque qu'une question. Non, en fait, ce que j'ai voulu dire, à travers mon intervention, c'est que de montrer en fait qu'il y a différentes positions par rapport à la question de la sécularité, rapport religion, sphère civile, et que moi j'ai été socialisé, question de génération, dans un modèle républicain, assimilationniste, progressiste ou marxiste tout simplement. C'est-à-dire où on pensait qu'on adhérait à une sorte de désenchantement du monde, de sécularisation progressive, bon, qui a été remise en question par, bien sûr, par la réalité, l'action sociale, l'action des acteurs sociaux. Et en tant qu'anthropologue, je me rappelle très bien, en fait, j'étais aux États-Unis et l'affaire des voiles, du voile, a surgi en France et c'est devenu une affaire de République. Et depuis ce décentrement, j'ai commencé à m'interroger justement sur ce modèle de sécularisation laïque où il s'agit chaque fois d'opposer de façon mécaniste religion, sécularité. Et d'autant plus que la religion, elle est souvent associée justement aux groupes dominés ou aux groupes réprouvés, et que c'est plutôt, la religion apparaît plutôt comme une catégorie autoritaire d'interprétation de l'autre. On est séculier, donc les autres sont nécessairement pas traditionnels, donc ils sont religieux, et on oublie que la sécularisation elle-même est à l'origine de cette perception de la religion comme facteur d'identification des autres. Donc, c'est vrai que j'ai moi-même fait un travail de déconstruction de cette notion de religion pour montrer en fait que le religieux, on le met partout, mais parce qu'il y a une surdétermination idéologique du religieux, mais aussi, malheureusement, une surdétermination du religieux dans la théorie scientifique elle-même, sociologique ou anthropologique. Et ça fait 20 ans que j'essaie de faire cette déconstruction, et c'est comme ça que je me suis engagé à une analyse sur la question du voile depuis 1989 ou 89 pour parler de la France. Et donc, pour pouvoir mettre en perspective cette question, et j'ai cité tout à l'heure Sabah Mahmoud, enfin, et puis il y a donc toute une série de travaux qui montrent bien en fait qu'il n'y a pas besoin en fait pour l'émancipation d'adhérer nécessairement au seul modèle progressiste de libération, d'émancipation, etc., etc.